Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Ouais, il y a des têtes que je connais, il y a des têtes que je ne connais pas, pourtant je suis du cru. En tout cas, je suis bien content de vous voir aujourd'hui, un jeudi soir, fin de semaine, presque le week-end. Il y en a peut-être qui partent en vacances demain, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je suis bien content de vous voir ce soir parce qu'on va aborder une thématique que j'aime tout particulièrement, qui est souvent assez méconnue, la carte mentale, le mind mapping, encore un terme anglophone qui veut tout et rien dire. Je vais essayer de vous éclairer un petit peu sur le sujet. En tout cas, moi, c'est un sujet qui me passionne, donc je vais essayer de vous passionner aussi avec ça. L'idée, c'est que ce ne soit pas un monologue. Je vous préviens d'avance, je vais vous faire participer, je vais vous faire expérimenter des trucs. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ouais? Yes? OK, super. Allez, c'est parti. J'aimerais déjà commencer par ce nombre, 86 milliards. 86 milliards, c'est quoi? C'est pas la dette française, non. C'est pas le nombre de bitcoins en circulation. C'est quoi? C'est le nombre de neurones qu'on a dans le cerveau. Approximativement, c'est ce que les neurosciences ont établi. Et moi, c'est un nombre qui me passionne quand même, le 86 milliards, parce que quand on estime qu'il y a 86 milliards de neurones qui ont environ chacun 10 000 connexions, enfin chaque neurone peut faire à peu près 10 000 connexions avec les autres, vous imaginez un petit peu la puissance de calcul de cet ordinateur qu'on a dans la tête. C'est plus puissant que tout l'Internet réuni. Et pourtant, on arrive à envoyer des fusées dans l'espace, on arrive à inventer l'intelligence artificielle, on arrive à faire des révolutions industrielles de fou. Et à côté de ça, quand on lit un bouquin, on lit une page, on se dit merde, je me souviens plus ce que j'ai lu. Ou alors, vous savez, il y a quelqu'un qui vient vous dire quelque chose et puis elle passe vous revoir à la fin de la journée. Au fait, tu as pensé à me faire ça? Mince, j'ai oublié. Ou alors, on va passer des fois 2-3 heures à apprendre quelque chose, on s'y remet 2-3 jours après et au final, on retient quoi? Peut-être 5-10% des choses. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui déconne quand même. Pourquoi il y a des personnes qui arrivent à faire des choses exceptionnelles et pourquoi nous, moldus, communs des mortels, des fois, on a un petit peu de mal à faire des choses assez basiques? Qu'est-ce qui fait le génie des génies, à votre avis? Je pourrais vous laisser 4 heures pour y répondre, mais je vais vous aiguiller un peu sur le sujet. Si on prend Albert Einstein, son cerveau, il pesait à peu près 1240 grammes. C'est pas beaucoup. Un cerveau humain normal pèse environ 1500 grammes. Ça veut dire qu'à la naissance, si tout est basé sur la taille, Einstein avait moins de chances que nous de devenir un génie. Et pourtant, on ne va pas refaire son CV, Einstein est devenu l'un des plus grands génies de tous les temps. Ce qui fait le génie des génies, justement, c'est leur manière de penser différemment, leur manière d'utiliser le cerveau. On va voir que le cerveau, il a un mode d'emploi. Alors, on ne sait pas encore tout, mais il y a déjà quand même certaines choses qu'on connaît, et c'est ce que je vais vous faire découvrir justement pendant les prochaines minutes. Le cerveau d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise, d'une personne qui aime utiliser ses neurones, c'est souvent comme un orchestre de génie, mais sans chef d'orchestre, ça fait du bruit. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la pub Kinder avec tous les enfants qui jouent de la flûte, du violon en même temps, c'est vite le bazar. L'idée pour nous, on va voir, ça va être d'harmoniser tout ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous torture un petit peu les neurones lors d'une expérience? C'est une torture qui fait du bien. Ouais, je vois des sourires, c'est bon pour vous? Ok. Je vais afficher un nombre de points à l'écran. D'accord? Et je vais vous laisser seulement quelques secondes et vous allez me dire, sûr à 100% combien il y a de points. On y va? Ah, je vous ai prévenu avant, je me défends parce qu'à chaque fois on fait « Ah, c'est pas vrai ». Allez, combien il y a de points? 48, ok? 34? 40? 50? 32. Vous êtes sûr à 100%? Solène. Un peu compliqué. Elles se sont mis à deux chacun. Tu prends ce côté-là, je prends ce côté-là. Ok, on va recommencer l'expérience. Je vais vous les montrer encore une fois et vous allez me dire combien il y a de points. Il y en a combien? 30? Vous êtes sûr? Ouais. Comment vous le savez qu'il y a 30 points? C'est la bonne réponse, je vous rassure. Oui, vous là-bas, qui regardez en haut comme ça. 6 x 5, 30. Pourtant, c'est les mêmes points. Il n'y a pas de point jaune, de point rouge. C'est le même point noir, présenté d'une manière différente. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que le cerveau, il a une manière d'interpréter l'information qu'il comprend, avec laquelle c'est facile, et une autre avec laquelle c'est compliqué. Donc, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que le normal n'est pas naturel. Je pourrais encore vous laisser 4 heures, mais... Normal, c'est quoi? C'est tout ce qu'on vous a appris depuis le début. Alors, je ne suis pas là pour cracher dans la soupe. Système éducatif, tout ça, il y a des choses qui fonctionnent très bien.
Mais il y a tous ces blocs de texte traditionnels qu'on vous a mis sous les yeux. Ça, c'est la manière avec laquelle votre cerveau traite l'information. Dans le premier cas de figure où il y avait tous ces points, là où j'ai entendu des 48, des 52, des choses comme ça. Ça, le deuxième exercice qu'on a fait, on avait les paquets de 5, c'est la manière dont votre cerveau traite l'information avec une carte mentale. D'accord? Donc on va voir après qu'est-ce qui fait que ça marche. Donc en tout cas, je vous invite à revisiter un peu vos préjugés. Ce n'est pas parce que ce que vous pensiez voir, la normalité, c'est quelque chose qui avait l'air de bien fonctionner, que c'est forcément la chose la plus limpide pour votre cerveau. Et on va explorer un petit peu tout ça. Je vais peut-être me présenter aussi, quand même, du coup, pourquoi je suis ici. Je m'appelle Pierre Lejus. Donc ça s'entend peut-être pas avec mon accent, peut-être un petit peu plus tard, mais je suis un pur produit troyen. Je suis né à Bar-sur-Aube quand c'était encore possible. J'ai 30 ans et je suis entrepreneur dans le développement personnel depuis environ 2019. Donc j'ai monté mon centre de formation avec ma collaboratrice aussi, qui est ma mère, donc un centre familial, qui s'appelle INSEM. Donc on forme le personnel médico-social à tout ce qui va être l'hypnose, la gestion des chocs et traumatismes, tout ce qui est l'accompagnement du deuil, la gestion de la douleur, enfin tout ce qui va toucher au médical, paramédical. Moi, j'ai monté tout un volet orienté plutôt sur la communication stratégique, notamment avec les outils de gestion de conflits, de programmation neurolinguistique, d'intelligence collective et également à tous les outils d'efficacité professionnelle, comment optimiser un petit peu nos capacités mentales, donc dont la carte mentale, la lecture rapide, tous ces outils-là. Et je fais également du coaching en entreprise. Et aujourd'hui, du coup, je propose des interventions un petit peu partout, que ce soit pour les particuliers, les institutions, qu'elles soient hospitalières ou non, les entreprises, les différentes écoles. On bosse également avec l'armée française, l'armée belge et puis différentes mutuelles. Et aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter la carte mentale. Alors, pourquoi ça va être intéressant de parler de la carte mentale? Parce que je pense qu'on a tous déjà connu ces problématiques-là. Vous savez, d'avoir la difficulté justement à organiser ses idées. On a un projet en tête. On sait qu'on connaît pas mal de choses dessus. Par contre, quand il faut le poser sur le papier, là, ça devient compliqué. Aussi, tout ce qui va être les difficultés à mémoriser. Ça, je pense qu'on connaît tout ça. Les pertes de temps liées à l'organisation des tâches, le manque de créativité. Généralement, quand on parle de créativité en entreprise, oh là, moi je ne suis pas créatif, allez-y. On va tordre le cou à cette idée-là. Et aussi savoir un petit peu comment faire des présentations qui vont sortir des sentiers battus et qui vont être un petit peu plus efficaces. Ça vous va ce qu'on a au menu? Ouais. Alors il y a les after-tech apéros. Là, je n'ai pas d'apéro à vous proposer, mais je vais essayer de vous donner des petits contenus plutôt sympas. Alors il y a un apéro. Restez bien jusqu'à la fin. Il y a quelque chose, une surprise qui vous attend du coup. Alors, si vous êtes là, c'est sûrement que vous êtes déjà un petit peu intéressé au sujet. Selon vous, c'est quoi une carte mentale? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Allez, à votre avis, c'est quoi une carte mentale? Il n'y a pas de mauvaises erreurs. Ouais. Poser ses idées justement à un moment avec les ramifications ou les besoins. Ouais, ok, donc on pose ses idées avec des ramifications. Ok, par là-bas. Partir d'un projet, mettre des mots-clés, essayer de les relier entre eux pour donner d'autres mots qui vont construire quelque chose. Ok. Un schéma de simplification, ouais. Oh, on touche des concepts intéressants là. On va même aller encore un petit peu plus loin. En tout cas, ce n'est pas un outil qui sort du chapeau, la carte mentale. Il y en a qui disent oui, c'est un effet de mode. Pas du tout. Il y a des années et des années et des années de recherche sur le sujet. Et on va voir un petit peu comment c'est né. Il y a un homme qui s'est intéressé à ce sujet-là, c'est Tony Buzan, en fait, le créateur des cartes mentales. Je vais revenir dessus. Et il a étudié un petit peu le langage de l'homme. Quand on regarde de tout temps, l'homme, il a communiqué comment? Avec des images. On a eu les peintures rupestres, l'alphabet cunéiforme. On a eu aussi les hiéroglyphes, on a eu les fresques de la Grèce antique, on a eu ensuite tous les génies de renom, de Vinci par exemple, qui faisait énormément de schémas et après posait ses théories, ou encore Einstein, pareil, qui partait dans son imagination, qui mentalisait justement ses théories, qui les dessinait et après les transformait en équations mathématiques. Et justement, Tony Buzan, lui, s'est intéressé à tout ce processus-là. Il s'est dit, bon, tous les génies ils avaient une méthode de pensée différente des nôtres, comment ils faisaient, comment on peut les décortiquer, comment est-ce qu'on peut la rendre accessible à tout le monde, justement. Et Tony Buzan, moi j'ai eu la chance de le rencontrer lors de sa toute dernière conférence qu'il a donnée à Paris pour une personne qui était considérée comme l'un des plus grands cerveaux de la planète. Il est tombé chez lui sur la tête, il est décédé comme ça. Belle mort ou pas, ce sera à vous d'en juger. Mais en tous les cas, lors de sa conférence, moi j'ai adoré parce que qu'est-ce qu'il disait? Il disait, lors de mes études de psychologie, j'adorais les sujets qu'on me donnait, c'était passionnant. Il disait, par contre, je m'ennuyais comme un rat mort. Et il disait, là, je me dis qu'il y a quelque chose qui est déconnant. Je dépensais beaucoup d'énergie, j'avais très peu de résultats, et je voyais bien que les méthodes qu'on nous donnait, elles n'étaient pas forcément efficaces. Alors,
Comme il nous expliquait, il se retrouvait avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de blocs de texte comme celui-ci, totalement indigestes à avaler. Alors, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à mettre des petits coups de stabilo, ressortir des mots-clés, mettre un petit peu de couleur. Et là, il s'est dit, bon, je me rends compte qu'il y a seulement 10% des mots qui sont importants. Tout le reste, en général, c'est de la fioriture. On n'a pas besoin de s'en servir. Ça nous prend de l'espace mental. On va essayer de supprimer ça. Et c'est dit, là, je commence à avoir un petit peu plus de motivation, un peu plus d'intérêt, je vois que mes résultats s'améliorent, on va aller un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé justement à mettre des pictogrammes, prendre des notes beaucoup plus synthétiques, à faire des petits dessins, à mettre uniquement des mots-clés. Et là, pareil, il y a eu encore des déclics. Et il s'est dit, on va encore aller plus loin, je vais explorer des nouvelles méthodes qui n'avaient été encore jamais vues jusqu'à maintenant. Et par un simple système de déduction et d'expérimentation, il est arrivé à quoi? Il est arrivé à ça. À une structure comme celle-ci, et c'est ça qu'on appelle justement une carte mentale. Alors vous verrez qu'on peut faire très bien en dessiné, qu'on peut faire très bien aussi en logiciel. Alors s'il y a des personnes qui ont peur des araignées, soyez rassurés, celle-ci ne bouge pas et ne mord pas. Alors de premier abord, on pourrait dire que c'est un petit peu enfantin, un petit peu bizarre, un petit peu déstructuré, et pourtant on va voir que c'est tout le contraire. D'ailleurs, quand on regarde une carte mentale, ça vous fait penser à quoi ? Un plan, ouais, une route, ok. Ouais, ça fait penser aux neurones, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte mentale, c'est quoi en fait? C'est un copier-coller de la manière avec laquelle notre esprit pense à l'intérieur. D'ailleurs, quand on regarde dans la nature, si vous voyez un arbre en aligné, justifié, petit tiret, petit 1, petit 2, petit 3, prenez-le en photo, moi j'ai bien envie de le voir. Regardez ce qui se passe dans la nature. La nature, elle n'est pas alignée, justifiée, elle est en arborescence, elle est dans quelque chose d'organique, de vivant. Et c'est justement ça que va permettre de faire la carte mentale. Alors justement, le cerveau, pour qu'il fonctionne bien, il faut parler son langage. La carte mentale, c'est un peu comme le Google traduction de votre cerveau, ça va vous permettre de parler le même langage que lui. À votre avis, c'est quoi le premier langage du cerveau? Comment il fonctionne? Comment? Avec le visuel? Ouais. Je vous propose une deuxième petite expérience? Ouais? Ok. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux sans vous endormir. Je sais qu'on est fin de journée. On va fermer les yeux et je vais simplement vous demander d'observer ce qui se passe quand vous pensez au mot jaune. Et je vous dirai quand les rouvrir. Pensez simplement à jaune. Jaune. Ok, rouvrez les yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Une représentation visuelle de quelque chose de jaune. Donc de quoi? Le soleil. Le soleil. Okay. Ça sent les vacances, hein. Le tournesol. Ouais, devant. Le texte jaune. Comment? Un carré jaune. Le maïs. Je commence à avoir faim, moi, avec tout ça. Mais vous avez vu, regardez ce qui se passe, c'est que le cerveau, il ne pense pas avec des mots, il ne vous donne pas tout de suite les lettres. Qu'est-ce qu'il fait? Il va fonctionner avec des images. Le langage premier de votre cerveau, ce n'est pas le français, ce n'est pas le chinois, ce n'est pas le russe, ce n'est pas l'indien, ce n'est pas le français, c'est des images. Quand on a compris ça, déjà, on comprend que le bloc de texte qu'on a traditionnellement parlant, c'est un langage que le cerveau va avoir du mal à comprendre, il va devoir dépenser de l'énergie pour faire ce travail de traitement. Le cerveau, il fonctionne comment? Il fonctionne avec des images, il fonctionne avec des mots-clés, des associations, des couleurs, des connexions. C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Alors, avant de vous donner une petite définition du mind map, j'aimerais vous montrer une petite vidéo justement du créateur de l'approche de la carte mentale, Tony Buzan, qui va vous expliquer justement qu'est-ce qu'une carte mentale. A mind map is a thinking tool that reflects externally what goes on inside your head. The mind map is like a Swiss army knife for the brain. Anything I wanted to do in terms of thinking, contemplation, cognition, remembering, creating, the mind map was the ideal tool for that. The brain is radiant. It thinks centrally and explodes out in all directions. So when you think of anything, if you think of chair, you have your picture and then you have your associations of that. The brain thinks by imagination and association. If you don't have associations, you don't have connection. If you don't have
connection. You don't have memory and you don't have thinking. All the great geniuses did that. So if you start to use associations, you start to use images externally, you will join the pantheon of the great geniuses, like Leonardo da Vinci. Leonardo did it. Darwin did it. Beethoven did it. Every genius used image and association. So the mind map is the process by which you can do that. It's a genius tool. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai fait le montage, hein, c'est une vidéo qui date un petit peu, mais vraiment si vous avez compris, le mind map c'est ça, c'est vraiment un outil qui va permettre justement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un outil qui va permettre de faire un copier-coller de ce qu'on a dans la tête sur le papier et de respecter la structure naturelle qu'utilise notre cerveau, d'accord? Donc moi ce que je dis c'est que c'est une technique qui permet d'organiser visuellement ces idées en arborescence autour d'un sujet central, d'accord? Vous avez votre thème central, des branches qui partent, qui vont venir détailler ce sujet-là. Et c'est une méthode qui est utilisée pour faciliter la compréhension, la mémorisation, la transmission, l'apprentissage en mettant en lien les informations entre elles. Et justement, qu'est-ce qui se passe quand on met des informations entre elles, quand on crée des connexions? On crée quoi? On crée des connaissances. Et la connaissance, c'est justement ça. Et la carte mentale va permettre de le faire. Donc ça aide à clarifier ses propres idées, à générer aussi des nouvelles idées. On va voir que c'est un outil qui permet de déverrouiller le potentiel de la mémoire et de la créativité. Enfin bref, il y a tout un tas d'applications que vous pouvez faire absolument dans tous les domaines de votre vie grâce à la carte mentale. Sujet d'actualité également, et on va voir, avant de vous donner des exemples, justement, pour répondre à quels enjeux. Quand on regarde un petit peu les travaux de recherche qui ont été faits au niveau du World Economic Forum et au niveau de l'OCDE, il y a 4 grandes compétences clés qui ont été identifiées sur le marché du travail de demain. À votre avis, quelles sont ces 4 compétences clés qui sont attendues? La créativité. La relation à l'autre. Ok. Je vois que ça cogite devant. Ouais. Pas d'idée? Non? Ok. Ouais. Ok. Ouais, je ne torture pas plus longtemps. On va avoir la créativité, bien joué. On va avoir l'esprit critique. Et on va avoir aussi la coopération et la communication. Ça soulève question quand même, hein, parce qu'aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, on pourrait se dire que ce qui va être demandé, c'est des compétences plutôt de développeurs, de programmation, peut-être d'ingénierie autour de tout ça. Et pourtant, ce qu'on nous demande, c'est quoi? C'est des compétences qui sont purement humaines. Et ça, moi, je trouve ça quand même vachement motivant parce que certes, l'IA, elle nous facilite la tâche, mais en même temps, elle nous pousse dans nos retranchements, dans ce côté, quelle est mon utilité, moi, en tant qu'humain dans l'entreprise de demain? Et justement, on voit que ce qu'on nous demande à nous, là où la technologie a une croissance exponentielle, nous, c'est de devenir maintenant des humains augmentés, de développer toutes ces capacités-là. Et on va voir que la carte mentale, justement, c'est un super outil qui permet de combiner un petit peu tout ça. Hop. Alors, quand on regarde aussi Bill Gates purement sur le plan professionnel, il nous dit quand même que voilà, on vit tous dans l'ère de l'information quasiment et qu'on a fait un gros travail pour utiliser cette information, mais qu'on n'a pas encore fait de même pour la connaissance, et que des outils comme la carte mentale peuvent nous aider justement, un petit peu comme une ardoise blanche digitale ou comme un iPad, à nous aider à connecter, à synthétiser les idées et les données entre elles pour créer finalement une nouvelle connaissance. Moi, je me dis que si des personnes comme ça s'y intéressent, c'est qu'il y a quand même un intérêt à s'y pencher aussi. Aujourd'hui, on a toutes les plus grosses boîtes qui l'utilisent dans tous les domaines. On va le retrouver dans l'informatique, on va l'avoir aussi dans l'aérospatiale, on va le retrouver aussi dans l'armée. Enfin bref, la carte mentale, c'est de plus en plus connu. Pour ceux qui ont des enfants, peut-être que vous commencez à entendre parler de ça ou avoir des petits schémas qui ressemblent à des cartes mentales. Ça commence à arriver en France, heureusement, mais dans les entreprises, c'est bien utilisé. Alors aujourd'hui, on a quoi avec la carte mentale? Il y a des études qui ont été menées, c'est des chiffres qui peuvent paraître un petit peu fous. Moi, j'ai été bluffé aussi la première fois. Mais ce qui ressort en général, c'est une hausse de 300% de la génération d'idées. 300%. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui se passe pour développer justement cette créativité. 200% de hausse de l'esprit critique. Et on va voir pourquoi, parce que la carte mentale permet et de changer de focale, d'avoir une vision globale sur les choses, et d'aller dans le détail et de faire des allers-retours. Et la pensée critique, c'est ça justement. Et une découverte de 30% de productivité supplémentaire, en moyenne, c'est 1 à 7 heures par semaine par employé de gagner.
Donc je vous laisse imaginer un petit peu ce qu'on peut faire, comment réinvestir ce temps-là, ou en termes d'économie aussi, qu'est-ce que ça peut permettre de faire. Alors, on va explorer justement différents cas d'application. Je ne pourrais pas tout vous montrer. Et j'ai pris le parti justement de vous montrer quelque chose d'assez simple. On va prendre un sujet assez bateau, je ne veux pas partir sur des sujets trop complexes tout de suite, mais juste pour voir un petit peu le pouvoir de la carte mentale dans la mémorisation. Alors, comme je disais tout à l'heure, généralement dans la carte mentale, quand on fait de l'apprentissage, il y a toujours ce côté, on est super content, super enthousiaste à vouloir apprendre des choses, mais derrière, on se rend vite compte qu'au bout d'une heure ou deux, ça devient vite la galère, et quand on essaie de se remettre dessus, il y a des frustrations qui naissent, parce qu'on se dit, mince, j'ai dépensé plein d'énergie, j'arrive pas à retenir, et quand on forme des collaborateurs, il peut y avoir cette frustration de se dire, je leur ai mis tout à disposition, et pourtant, j'ai l'impression que ça va pas, ils font pas d'efforts, peut-être juste qu'il n'y a pas le bon canal d'entrée, ou qu'on n'a pas câblé le bon câble pour que ça puisse rentrer facilement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un sujet, d'accord? J'aurais pu vous laisser quelques minutes pour lire le petit texte que je vais vous donner sur les grandes pyramides d'Égypte, d'accord? On va prendre un sujet très vaste, mais je vais plutôt vous le présenter en format carte mentale, d'accord? Volontairement en dessin, une carte mentale qui n'est pas parfaite et en anglais. J'ai voulu me faciliter la tâche, d'accord? Et on verra un petit peu ce qu'il en ressort tout à l'heure. On y va? J'aurais pu vous laisser quelques minutes pour lire justement ce texte-là, d'accord? Mais je vais plutôt vous le présenter avec cette carte qui est imparfaite, mais qui va permettre déjà de faire des belles choses, d'accord? Alors imaginez, si je voulais vous présenter les pyramides d'Égypte, alors il faut savoir que la pyramide de Gizeh, on estime qu'au niveau de la construction, il fallait environ 20 ans pour construire une pyramide, d'accord? Avec deux méthodes de construction, soit on faisait ramper les blocs de pierre, soit on utilisait un système de levier. Ça, c'est pour la construction. Maintenant, pendant environ 4300 ans, ça a été le monument le plus haut au monde, pendant 4300 ans. Quand on prend les points cardinaux de la pyramide, enfin les embouts de la pyramide au niveau du socle, on voit qu'ils sont orientés parfaitement avec les points cardinaux et qu'il y a une marge d'erreur qui est inférieure à 0,1%. C'est rien du tout. Quand on imagine qu'ils travaillaient avec des bâtons et des bouts de ficelle, je pense avec un petit peu plus que ça, c'est une marge qui est ridicule. D'ailleurs, pour construire les pyramides de Gizeh, c'est tout simple, c'est 2 millions de blocs de pierre qui font chacun 2 tonnes. Et il y a des calculs qui ont été faits, si on prenait tous ces blocs de pierre-là et qu'on les mettait bout à bout, une petite anecdote sympa, on pourrait faire un mur qui fait le tour de la France. En termes de superficie aussi, on pourrait mettre plein de cathédrales dedans, notamment les cathédrales de Saint-Pierre, de Florence, de Milan, de Westminster et de Saint-Paul. Et vous vous doutez bien, quand il y a des personnes comme Napoléon qui sont arrivées sur tous ces lieux-là, qui ont découvert ces grandes pyramides, ils étaient impressionnés, quoi. Je vous laisse en attente, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, comment on peut utiliser la carte mentale pour réaliser des présentations justement un petit peu innovantes, qui sortent des sentiers battus et qui sont dynamiques? Alors, je ne vais pas vous le cacher, je ne suis pas un terminator, une groupie du mind mapping. Moi, je l'utilise pour beaucoup de choses, mais je ne l'utilise pas pour tout, d'accord? Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. De toute façon, il y aura un petit moment d'échange après. Vous pourrez carrément me challenger en me disant quand est-ce que tu l'utilises ou quand est-ce que tu ne l'utilises pas, parce qu'il y a des fois, moi je trouve ça bon de l'utiliser, des fois peut-être un petit peu moins, et dans l'entreprise, c'est des choses qui sont nouvelles, ça peut heurter un petit peu les habitudes, on a toujours des profils qui sont plutôt je conserve ce qui est là depuis des années, je ne fais pas autre chose, je ne veux pas autre chose, donc on va voir comment on peut travailler là-dessus. Alors imaginons qu'on prenne des PowerPoint traditionnels, on connaît tous celui-ci, des bullet points avec quelques petites couleurs, des documents comme celui-ci avec un bloc de texte. Le problème c'est que je peux être là ou absent, c'est pas grave, je peux dire des choses passionnantes, vous allez lire le texte, et des fois on a des choses qui ne ressemblent pas forcément à grand-chose. Alors imaginons que ce plan-là, c'est le sujet du jour, on est en réunion, on se dit tenez, on va parler de la demande dans le système logistique. Je vais vous présenter, on va dire, ce sommaire-là de manière différente afin de m'assurer que vous ayez bien compris de quoi on va parler, où est-ce que je veux vous amener. On y va? Alors, imaginez que là, on est en réunion et je vous dis, bon, aujourd'hui, on va parler de la demande dans le système logistique. Donc, on va parler des différentes activités, justement, qui sont liées à cette demande et on va aller voir, justement, comment collecter toutes ces informations, toutes ces données au niveau des clients, au niveau des produits, au niveau des différentes saisonnalités. Par rapport à ces données-là, on va essayer de faire des prévisions qui vont être calquées sur des méthodes qualitatives, quantitatives. Sur ces prévisions-là, on va faire des choix ensuite. Qu'est-ce qu'on va conserver comme méthode? Qu'est-ce qu'on va chercher à supprimer? Pour celles qu'on va conserver, on va les séquencer en différentes étapes. D'accord? Ensuite, on va passer sur un second point, c'est-à-dire on va timer ces étapes-là
pour voir quelles sont les zones sensibles, quelles sont les zones où on retrouve des récurrences. Peut-être qu'il y a des zones de creux qui ne sont pas forcément bien optimisées, et toujours avec cette notion de rentabilité derrière. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir des modèles sur ces activités-là pour voir en fonction des KPI quels sont les meilleurs modèles, en sélectionner les plus performants et pouvoir définir des stratégies pour pouvoir les implémenter derrière, donc auprès de nos futurs clients, donc toujours avec cette amélioration continue, prise de feedback, et pour enfin valider le meilleur système pour l'offrir à notre CRM. Vous en pensez quoi de ça comme méthode de présentation? Ça change un peu d'habitude, hein, je vous l'accorde. Alors dites-moi. Sinon, je passe à la suite, ce serait dommage. Ouais? C'est plus clair. Alors pour vous, c'est plus clair. Pourquoi c'est plus clair? Visuellement, déjà, ça donne une vue d'ensemble. Ouais, donc ok. 3-4 lignes, moi je décroche. Ouais. Donc il y a le côté d'avoir une vue d'ensemble, ça aide. Ok. Quoi d'autre? Ouais. D'avoir le plan, en fait, qui est déjà là en 4 mots. Ouais. Puis je vois aussi il y a une notion de mouvement. Ça. Ok. Allez, jamais 203. Je trouve ça super dur de rentrer au-delà de la troisième strate, en fait, Ouais. et d'aller plus loin. Autant c'est visuel pour moi, la demande activité prévision, Ouais. mais après aller faire le lien jusqu'au bout du truc, pour moi ça demande un effort Ouais. en fait, d'aller jusqu'au bout Mhm. de la démarche. Quoi. Ouais. Et c'est pas naturel. Ouais, c'est pas naturel, en effet. Ça va demander une nouvelle gymnastique, une nouvelle manière d'appréhender les choses. Et c'est pour ça, justement, que j'avais... Ah, je ne l'ai pas mis là. J'avais une version un petit peu allégée aussi. J'ai mis volontairement la plus grosse. Mais regardez, ce qui est intéressant dans cette version-là, c'est que quand on sait qu'il y a des personnes qui sont plutôt visuelles, que le cerveau fonctionne avec des images, là, on y répond. On sait que les personnes visuelles, c'est environ 70% de la population. Ça veut dire que si je reste sur un bloc de texte traditionnel ou du bullet point qu'on peut avoir ici, pour le cerveau, ce n'est pas concret. On a déjà 70% des gens, on sait que ça va demander un effort mental, ça va être compliqué pour eux de capter leur attention. D'accord ? L'auditif, je l'ai, heureusement que je parle. Si je faisais la conférence en langage des signes, ce serait long pour vous comme pour moi. Et le côté kinesthésique, tout ce qui est ressenti, c'est 10% de la population. Là, on peut le donner parce que voilà, on a un échange chaleureux, il y a des images, il y a des couleurs, il y a des choses comme ça qui vont venir stimuler tout ce côté-là. Donc on a une vision d'ensemble, très intéressant quand on sait qu'on a des profils qui sont plutôt globaux. Profil global, c'est quoi? C'est vous expliquer une consigne, vous lui dites juste, voilà, il me faudra ça pour vendredi, voilà les grands points, c'est bon pour toi? Oui, ok, super. Personne détaille, elle va vous dire, attends. Tu me demandes par rapport à quoi? Tu me demandes par rapport à tel point. Il faut quelle information? Pour vendredi, c'est plutôt pour quelle heure? Plutôt le matin, pour l'après-midi? Il va lui falloir plus d'informations pour pouvoir se représenter, pour pouvoir conceptualiser tout ça dans sa tête. La carte mentale permet justement de faire ça. Pour la personne qui a besoin de la vision d'ensemble, on lui donne. Pour la personne qui a besoin d'aller dans le détail, on peut y aller un petit peu plus. Alors vous allez me dire, oui, tout n'est pas sur la carte mentale. Oui, c'est sûr. Il y a des éléments, par exemple, si vous avez un rapport et que vous avez des éléments clés, là, on ne les a pas. Mais par contre, quand on connaît le sujet, on peut les énoncer et le donner aussi, sans forcément surcharger. D'accord? Alors ça, hop, je vous en ai parlé. Alors, on va l'utiliser aussi comme un outil de transmission, très puissant comme outil de transmission. Donc, si vous avez des enfants, je vous invite à l'utiliser plus, ou même pour des collaborateurs. Là, je vais vous montrer un exemple concret. Ça, c'est un support de cours que moi, j'utilise. Alors là où avant d'être formé à la méthode, j'utilisais quand même pas mal de blocs de texte. Moi, mes supports de formation, c'était un format vertical. C'était 30, 40, voire 80 pages. Et c'était que du texte avec quelques petites images, quelques petits croquis pour habiller la chose. Mais c'était totalement indigeste. D'accord? Et je me suis dit, pourquoi j'inflige ça à mes stagiaires alors que je sais qu'aujourd'hui, il y a d'autres manières de faire. Aujourd'hui, comment je fonctionne? Regardez, moi, quand je donne des formations en PNL, j'ai repris un concept assez simple. J'ai repris la bonne formulation d'objectif. J'ai remis uniquement l'essentiel, uniquement les points clés de manière très visuelle pour que la personne ait vraiment la vision globale de qu'est-ce que c'est qu'une bonne formulation d'objectif. Par contre, ce que je fais derrière, c'est que là où normalement j'ai 2 pages de texte, je les mets juste en dessous, comme ça pour la personne qui est plutôt visuelle, qui a besoin de la vision d'ensemble,
elle va se focaliser uniquement sur ça pour son apprentissage, et quand elle aura besoin de détails, elle va aller chercher sur toute la partie basse, dans le texte, les éléments dont elle a besoin. Et ça, c'est super intéressant aussi pour vous en entreprise, parce que imaginez que vous ayez quelque chose à préparer de manière rapide ou que vous souhaitez former des collaborateurs, que vous voulez qu'ils assimilent assez vite, si vous donnez un manuel, par exemple, d'une 30aine de pages, va falloir se le farcir et puis il va falloir retenir aussi ce qui est important. Par contre, vous pouvez, vous, à travers une carte mentale, définir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi que la personne retienne, par exemple sur des procédures, des choses comme ça, tout en sachant que peut-être elle n'aura pas le temps d'assimiler tous les points techniques ou le petit détail, mais au moins s'assurer que sur la forme générale, que dans la grande image, elle ait bien compris comment ça fonctionne. D'accord ? Alors là, je vous montrerai aussi, alors c'est des alternatives, moi j'ai bien dénaturé les choses, mais juste pour vous montrer aussi pour des offres commerciales. On a testé avec certaines boîtes et ça fonctionne plutôt pas mal. J'ai eu 2 cas de figure où on m'a dit voilà, c'est assez compliqué pour nous auprès de nos clients parce qu'on est sur du langage informatique, on a pas mal de choses à évoquer avec eux. Et généralement, quand on arrive un petit peu sur tout ce qui est la partie négociation, essayer de leur montrer quelles seraient les offres les plus importantes pour eux, les plus intéressantes pour eux, ça devient compliqué parce que ce n'est pas leur domaine, ils n'y comprennent pas grand-chose et au final, ils ont l'impression d'être un peu bernés. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Levée de bouclier, quand je n'ai pas confiance, je vais poser pas mal de questions, c'est difficile de faire lever ces barrières-là. Alors que quand on a une bonne compréhension, déjà, quand on comprend de quoi on nous parle, où est-ce qu'on veut nous amener, ça va tout seul. Donc nous, on s'est dit, voilà, on va laisser la version traditionnelle de l'offre commerciale. Par contre, ce qu'ils ont fait à chaque fois maintenant, c'est que quand ils arrivent auprès d'un client, ils impriment un petit document comme ça qui montre les 3 offres commerciales qu'ils ont pour donner uniquement les éléments clés. Et ce qu'ils font, c'est que généralement, ils adaptent sur mesure, ils mettent des petits pictogrammes, par exemple, comme ça. On peut mettre une petite pastille rouge ou un petit point d'exclamation. Attention, ça ne coche pas les cases de ce que vous aviez demandé. Quand on a le petit check, généralement, là, on est plutôt sur quelque chose qui répond à vos attentes. Alors oui, on n'est pas dans le détail du détail du détail de l'offre, mais déjà, quand la personne, on s'assure qu'on a bien compris qu'on parlait de la même chose avec le même langage pour pouvoir ensuite enchaîner sur la suite, généralement, il y a des belles réactions et il y a une belle continuité qui se fait. Alors après, on peut avoir aussi d'autres manières de présenter sur des formats un petit peu plus light. Enfin, il y a plein de choses à faire avec le logiciel. Si vous voulez, on pourra prendre quelques minutes pour que je puisse vous montrer tout ça. Pareil pour des procédures. Enfin, il y a plein de cas d'application. Vous voyez, après, on peut faire des choses un petit peu plus corporate, entre guillemets. Alors après, pendant les formations, on voit aussi qu'est-ce qui est de la carte mentale, qu'est-ce qui n'en est pas. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont appelées carte mentale, qui n'en sont pas du tout, qui sont plutôt des schémas, et après on dit ça ne marche pas, c'est n'importe quoi. Oui, quand on n'utilise pas les bonnes règles, c'est normal, quoi. Aller faire fonctionner un ordinateur avec un langage qui ne comprend pas, ça ne fonctionne pas. Alors pareil pour un outil de synthèse, un outil très intéressant, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a des rapports, par exemple, de réunion ? Imaginez, on va prendre un cas de figure, imaginez, vous arrivez, vous êtes le lundi matin, vous aviez un document pour préparer votre réunion, vous aviez toutes vos pages qui étaient prêtes, et puis manque de peau, il y a le chien qui arrive par là, il est tombé sur votre dossier, et puis il a bouffé le dossier. Vous, tout ce qui vous reste, c'est une carte mentale. Il vous reste uniquement ça. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois, on a une vision globale du document. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est très bien de l'utiliser comme document de synthèse. Vous pouvez avoir des fiches de conclusion traditionnelles. On va dire, vous avez votre one-page summary de tout le document que vous avez eu. Et vous pouvez très bien imaginer pour des personnes qui ont plutôt cette appétence pour des synthèses visuelles, imaginez très bien ça sous un format de carte mentale où on va retrouver toutes les grandes parties, par exemple les situations, les problématiques, l'analyse, les solutions, les actions, avec toutes les grandes catégories, enfin les sous-catégories en fait qui vont être vues dedans, et vous pouvez retrouver aussi le numéro des pages. Donc même pour vous, des fois au lieu d'utiliser une table des matières traditionnelle, vous pouvez très bien avoir un document qui est un petit peu plus dynamique et qui va avoir un double emploi, qui va avoir et un emploi de conclusion et qui va permettre aussi peut-être d'utiliser celui-ci comme support pendant la réunion, comme un document de référence pour naviguer plus facilement entre les différents sujets ou pour s'assurer que pendant la présentation, on reste bien avec cette vision globale du sujet. Alors après, moi, j'ai mis mes petits pictogrammes à moi, c'est mon univers, c'est mes trucs à moi. Après, bien sûr, ça s'adapte en fonction du contexte, en fonction de qui est-ce qu'on est en face de nous. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que j'ai des adultes? Est-ce que je suis en entreprise? Est-ce que c'est avec mon équipe proche? Est-ce que ça doit être compréhensible de tous? Les designs, ils s'adaptent aussi en conséquence, d'accord? Donc, restez pas sur ce côté, c'est enfantin. On peut faire des choses qui sont très corporate, ok? Alors, justement, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, des pyramides? Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un truc, je crois.
vois des sourires là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retenu, dites-moi? Pendant combien de temps? 4300 ans. Ouais, ok. Quoi d'autre? Ouais. C'était lesquels? Ouais. Ouais. Westminster. Saint-Paul. Ouais. Ok. C'était placé où cette information-là? Ok. On avait quoi d'autre? Ah, ok, 2 millions de blocs de pierre qui faisaient chacun 2 tonnes. Ouais. Ouais. C'était placé où ça? Tout en haut à gauche? À droite? Ouais. Ah, c'était en bleu en plus. Ok. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour retrouver ça ou pas? C'est un petit sujet, mais bon, je suis passé très rapidement dessus. Ça aurait été intéressant que moi je vous filme, je suis filmé, mais ça aurait été intéressant que moi je vous filme parce que vous aviez tous les yeux en l'air en train de regarder. Attends, ma carte, j'étais en train de la voir, c'était placé où? Il y avait ce truc-là qui était à cet endroit-là, ça qui était à cet endroit-là. Oui, je sais. Je vais aller, oui. Ça, c'était à cet endroit-là. Et regardez, ça vous montre un petit peu le pouvoir de la carte mentale pour se remémorer des choses. C'est pour ça que moi, les étudiants, quand je les accompagne, ou même en entreprise, quand on apprend des choses, généralement, on fait des belles fiches techniques, mais si ça ne respecte pas le langage naturel de votre cerveau, c'est comme si vous êtes français et que je vous parle italien. Vous allez comprendre peut-être quelques petits trucs, mais ça ne va pas être optimisé. Qu'est-ce que ça coûte de faire une carte mentale qui vient synthétiser les concepts les plus importants pour s'assurer que la personne ait bien compris? En plus, on ne va pas se le cacher, l'être humain est feignant. Moins ça nous demande d'efforts, mieux c'est. La carte mentale, c'est une méthode de feignant, mais de le faire intelligemment. C'est 20% d'efforts pour 80% de résultats. D'accord? Alors pourquoi c'est si efficace justement? Déjà, parce qu'il faut savoir que les images, elles sont traitées 60 000 fois plus rapidement que les mots. C'est instantané. Il n'y a pas d'interprétation, c'est de l'instantané. Le cerveau, il sait quand il voit une chaise que voilà, si ça a 4 pieds, une petite assise, un dossier, c'est une chaise. Il n'y a pas besoin de réinterpréter à chaque fois. Le mot, c'est abstrait. Le mot, il faut le contextualiser. Le mot, ça demande de l'interprétation pour lui. Ça va super vite, mais il regarde les lettres une par une et se dit ça fait le mot chaise. Ça demande en fait ça demande de l'espace mental. En plus, quand on regarde bien, le cerveau est composé de 2 hémisphères. Alors après, c'est une théorie qui est un petit peu décriée aujourd'hui, mais qui tient selon moi toujours la route. On a 2 hémisphères. On a l'hémisphère gauche qui va être lié à plutôt tout ce qui va être la logique, à la raison, aux mathématiques. Et on va avoir l'hémisphère droit qui va être lié plutôt à tout ce qui est la créativité, tout ce qui va être la rêverie, tout ce qui va être les couleurs, tout ce qui va être les mind maps. Et c'est super intéressant la carte mentale. Pourquoi ? Parce que ça permet justement d'aller combiner ces 2 hémisphères-là. Et on a vu que l'intelligence, elle naît de quoi ? Elle n'est pas de la taille du cerveau, elle naît du nombre de connexions qu'on va avoir entre les différents hémisphères et entre les neurones. Et moi, je trouve ça d'autant plus intéressant que si on regarde bien, c'est un petit peu con, ce qu'on nous apprend de dire, toi, tu es très littéraire, tu es bon en français, il faut que tu fasses un bac de français, puis tu vas continuer uniquement sur du littéraire. Tiens, toi, tu es bon en maths, je vais t'envoyer dans une filière scientifique, et puis continue là-dedans. Alors oui, il y a des appétences, et je ne critique pas ça. Mais par contre, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on va avoir tendance à appauvrir le développement, on va dire, de l'autre hémisphère. Et c'est comme si on prenait l'image de l'haltérophile. Imaginez un haltérophile, je vous dis, tiens, t'es droitier, ok, tu vas te muscler que le bras droit. Parce que t'es droitier, c'est logique que tu te muscles le bras droit, pourquoi te muscler le bras gauche, quoi. Au bout d'un moment, on va finir comme celui-là, un petit peu sous stéroïdes et puis complètement musclé, mais on va avoir des paliers qu'on ne va pas pouvoir passer. Par contre, si on prend un petit peu plus de temps pour développer ces 2 formes d'intelligence, développer ces 2 bras, il y a fort à parier qu'au bout d'un moment, on arrive à passer nos plafonds de verre et qu'on arrive aussi à développer des nouvelles formes d'intelligence. D'accord ? C'est un petit peu comme l'intelligence collective aussi, l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, au niveau du cerveau, la carte mentale, je vous ai dit, c'est basé sur des neurosciences. Le cerveau, il fonctionne aussi avec un carburant, c'est de la chimie. Il faut savoir que tout ce qui est les mots, ça va générer, le traitement des mots va plutôt générer, alors je vais faire dans le sens inverse, va générer plutôt du cortisol, pas la cortisone. Le cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va être un saboteur de capacité mentale. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'abstrait, qui va demander de l'interprétation, qui va faire de la surcharge mentale, de la surcharge cognitive. Donc ça va avoir tendance à mettre la machine en tension. Par contre, quand on prend la carte mentale avec les mots, les images, les couleurs, les connexions, des choses qui font en fait très enfantin,
mais qui fonctionne très bien pour le cerveau, qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement de carburant qui se fait au niveau de votre corps, il y a une chimie qui change. On va avoir plutôt ce qui va être lié à l'endorphine et la dopamine, qui sont des boosters de capacité mentale. Essayez d'apprendre quelque chose quand vous êtes hyper stressé, quand vous êtes sous tension. Ça ne rentre pas, ça ne passe pas ou ça va glisser dans la mémoire à court terme. Par contre, faites-le dans les bonnes conditions et vous allez voir, ça va aller tout seul. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça rejoint aussi le concept de neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quoi? C'est imaginer un petit peu votre cerveau comme, on ne va pas dire du chewing-gum ou de la pâte à modeler, on va dire qu'on peut le remodeler à l'infini, d'accord? Il faut arrêter de croire qu'on perd des neurones toute notre vie. Alors oui, on en perd, mais on en recrée en permanence. On vieillit quand on commence à arrêter d'apprendre. Et on vieillit quand on commence à rigidifier nos schémas et à plus apprendre de nouvelles choses. Et la carte mentale, justement, elle est chouette pour ça, parce que quand on commence à rigidifier nos schémas mentaux, le problème, c'est qu'on restreint un petit peu notre champ de visibilité, on se ferme aux nouvelles opportunités, aux nouvelles manières de faire, on génère des peurs, et c'est pour ça qu'après, le changement, aussi le management, enfin, le changement dans les équipes, il peut être difficile. D'accord? Parce qu'il y a ces systèmes-là qui se mettent en route. Et la carte mentale, c'est un moyen très subtil, presque ludique aussi, de commencer à retravailler justement cette notion d'adaptabilité, de reconnecter les personnes aussi avec leur mode de fonctionnement naturel pour les aider à retrouver confiance en soi, pour développer et débloquer peut-être aussi certains blocages qu'il y avait pu avoir sur la mémorisation, sur la transmission, sur de la communication, des choses comme ça. Moi, je l'ai fait en faisant du coaching d'entreprise. Je suis intervenu auprès de plusieurs boîtes pour faire de la montée en compétences des salariés et pour les aider à passer des oraux parce qu'ils voilà, ils montaient en compétences, ils allaient monter en grade. Moi, je suis passé par ces outils-là et pour les prises de parole en public où avant, ils étaient tétanisés, ils étaient avec leurs feuilles, ils tremblaient, ils étaient comme ça n'allait pas du tout parce que quand vous êtes paumé, qu'il faut lire le texte et vous ne retrouvez pas, vous dites je me suis perdu et que vous lisez comme ça, vous essayez de vous retrouver, c'est la catastrophe. Vous avez vu, moi, carte mentale, je jette un petit coup d'œil, tout de suite, je photographie tout un pan de ce que je vais regarder. C'est moi qui l'ai construit, j'ai passé du temps, ça va tout seul pour retrouver l'information. C'est quelque chose que le cerveau comprend, qu'on sait faire intuitivement, ça a permis aux personnes de se reconnecter à ça, et derrière, aux oraux, ça s'est bien passé. En plus, on libère du coup les mains, ça permet de décharger le stress, enfin, il y a plein de belles choses qui se sont passées. Alors, je ne vais pas pouvoir trop m'étendre sur le sujet, mais je peux vous garantir aussi, là, il faudra faire quelques petites démonstrations, mais comme outil de réflexion et de brainstorming, c'est super intéressant. Je pense qu'on a tous ces méthodes de réflexion. Vous savez, quand on veut développer une idée, soit on a le problème de la page blanche, généralement qui peut durer un petit peu longtemps, ou soit on commence, vous savez, à faire les bullet points. On se fait des listes à puces, on prend nos idées, on les liste. Quand on commence à essayer d'établir un plan, déjà d'une, ce n'est pas toujours facile, et de deux, quand on a une idée qui est posée, qu'est-ce qu'on fait? On la raye. Vous avez vu que la carte mentale, ce qu'elle permet de faire, si je reprends un petit exemple par exemple comme celui-ci, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'avec la méthode qu'on enseigne pendant la formation, on va déjà apprendre à structurer la carte mentale de cette manière-là, à poser l'information pour avoir une vision d'ensemble. Un plan linéaire comme ça, encore une fois, ça reste abstrait pour le cerveau. Il a du mal à se faire une vision d'ensemble, voir les liens qu'il peut y avoir entre les différentes parties, d'aller dans le détail et créer des connexions. Donc là, justement, on va pouvoir challenger ce modèle-là en bougeant peut-être certaines parties, les mettre à d'autres endroits, etc. Et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas figé, contrairement à un plan traditionnel où une idée peut aller à plusieurs endroits et avoir de la valeur et s'exprimer de manière différente. Et je peux vous garantir que quand on utilise ces méthodes-là, il y a ce qu'on appelle la pensée générative qui rentre en jeu, parce qu'il y a toute la chimie, il y a tous les bénéfices du mind map qui rentrent en jeu, ce qui fait qu'une idée va entraîner une deuxième idée, une troisième idée, une quatrième idée, une cinquième idée. Il y a vraiment un effet boule de neige qui se met en route et pour la créativité, c'est super puissant. D'ailleurs, si vous cherchez des outils pour faire du travail collaboratif, quand vous êtes en réunion, que vous souhaitez par exemple faire de l'intelligence collective, débattre sur une problématique ou mettre en place un nouveau projet, super efficace. Parce qu'à aucun moment où toi, tu as une idée, moi j'en ai une, c'est la tienne ou la mienne, ça rentre en confrontation. Ça, en utilisant la carte mentale, ça n'existe pas. Ton idée, elle a de la valeur, peut-être dans cet endroit-là, on va la mettre. Toi, tu penses à ça, on va la mettre aussi, on va tirer le fil, on va voir qu'est-ce qui est le plus cohérent à la fin. Et peut-être que les deux vont tous les deux pouvoir conjuguer ensemble, quoi. Hop, ok. Vous avez des questions jusqu'à maintenant ou pas? Non? Parce que je suis très bavard, donc je vais essayer de... Je vois le timing aussi, je vais essayer de ne pas durer trop longtemps. Donc simplement, du coup, pour conclure, en fait, la carte mentale, il y a encore plein de terrains d'expérimentation que j'aurais pu vous montrer, mais bon, je vous laisserai le loisir aussi de poser des questions après.
Mais l'idée, c'est qu'on peut l'utiliser un petit peu pour tout. En fait, c'est un couteau suisse. Par exemple, si vous souhaitez faire de la formation de personnel, la formation des enfants ou de particuliers, pour des supports commerciaux ou de communication, en interne ou en externe aussi, c'est tout à fait jouable. Si vous voulez aussi optimiser l'efficacité de vos réunions, encore une fois, que ce soit sur de la présentation, que ce soit sur du brainstorming, que ce soit pour poser visuellement vos idées, c'est tout à fait faisable. Pour optimiser la gestion de projet, générer plus d'idées, vous pouvez l'utiliser aussi pour améliorer votre communication, pour améliorer la collaboration, vos stratégies. Enfin, il y a vraiment tout un tas de possibilités d'utiliser la carte mentale en entreprise. Et un cas que je ne vous ai pas évoqué aussi, c'est la prise de notes, qui est super intéressante, qui n'est pas forcément facile avec la carte mentale, parce que voilà, ça va nous demander de la construire en même temps qu'on écoute. Mais par contre, ça nous offre quand même une belle flexibilité pour poser les informations où on veut. Mais je peux vous garantir que si vous souhaitez faire développer l'écoute active chez vos collaborateurs, c'est quelque chose de très très puissant parce que vous avez vu, c'est des mots-clés. On ne s'embête pas avec des phrases, avec des petits mots de liaison, le, la, les, et c'est pourquoi, ceci, cela. Généralement, on le note, nous, parce que ça nous rassure. On se dit, j'ai envie de rien louper, je ne vais rien oublier. Quand je vais reprendre mes notes, ça va être très clair. Le problème, c'est qu'on perd à peu près 20-30% de la conférence ou de ce que dit la personne et on n'est pas plus avancé à la fin, quoi. D'accord ? Donc, c'est très intéressant aussi pour faire de l'optimisation mentale. Et je voulais vous lâcher avec cette petite citation de Confucius, qui était déjà bien à l'ère de la modernité à l'époque, qui dit « Dis-moi et j'oublie, montre-moi et je me souviens, implique-moi et je comprends ». Je pense que ça veut tout dire. Impliquez votre cerveau sous toutes ses formes, avec sa manière de faire, et vous allez voir, il va se passer des belles choses pour vous. Et si vous souhaitez aussi impliquer les collaborateurs ou les personnes que vous avez en face de vous, parlez le même langage que quoi, tout simplement. Merci.